Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur The Ant-Man pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, donc, qui est d'ailleurs la deuxième vidéo consacrée à la série du retour aux fondamentaux. Et aujourd'hui on va parler des abeilles et du miel. Donc pourquoi cette vidéo? Alors tout d'abord parce que on vient de dépasser ça y est, enfin les 1000 abonnés sur la chaîne, donc je voulais vous en remercier et pour ça je voulais bien créer quelque chose de nouveau. En gros c'est une série, un nouveau concept sur la chaîne, c'est le retour aux fondamentaux, un retour aux bases. Donc aujourd'hui nous allons interviewer Antoine qui est un apiculteur en herbe et on va parler un peu de tout ce qui est du miel et de la nourriture de la nature. Donc voilà, c'était important pour moi d'en parler car je pense que en fait, le miel suscite de nombreux débats et de nombreux sujets et de réflexions. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans cette magnifique parcelle d'un petit coin de la Somme en Picardie. Alors bonjour Antoine, merci de nous accueillir ici. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ton parcours? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire un peu du miel en fait, à te lancer dans l'apiculture? D'abord, Ant-Man, je te remercie de m'interviewer. Merci à toi d'ailleurs. C'est un plaisir pour moi, te connaissant, voilà. Ça me fait plaisir de répondre à cette interview. Ensuite, concernant mon parcours, ce qui m'a amené à l'apiculture, donc j'ai commencé à m'intéresser très jeune à la vie des animaux sociaux, enfin ouais. Plus particulièrement les insectes sociaux. Mon père a commencé à se mettre à l'apiculture. Du coup, ayant quand même certaines connaissances sur le sujet, étant donné que je m'étais intéressé des petits, ouais. Je me suis dit que ce serait bien que je m'y intéresse concrètement pas qu'avec la théorie. Et également, je voyais, je pressentais aussi que sa gestion n'était pas bonne. Je voyais que concrètement les abeilles n'étaient pas forcément en bonne santé ou les colonies ne se développaient pas ou même ils pouvaient avoir des pertes. Donc je me suis posé beaucoup de questions d'un point de vue de sa gestion et ça m'a amené à m'y intéresser un peu plus parce que je me disais qu'il y avait des choses à faire pour progresser. Et tout du moins qu'ils ne perdent pas toutes ces ruches et tous ces essaims. Et tu vas vraiment que apiculteur tout au long de l'année ou tu fais d'autres métiers à côté ou, Non, à côté, je suis professeur des écoles. Je suis également dans le sport. Je suis également dans le sport pas mal en bénévole. Et puis parfois l'été, pas parfois, depuis plusieurs années aussi, je suis également nageur sauveteur exactement. Donc l'été, je peux être amené à aller sur la plage aussi également. Okay. Donc tu as un très beau parcours, donc très enrichissant. Donc j'ai un parcours diversifié. Puis, ouais. C'est vrai que je m'intéresse à énormément de domaines. C'est pour ça qu'en fait je voulais t'interviewer également parce que tu as quand même une certaine expérience, une certaine expérience de la vie, du travail, donc du coup c'est pour ça que je voulais également t'interviewer. Et puis tu as également vu les années défiler également, donc du coup. C'est vrai. Non, mais voilà, l'expérience. L'expérience pour moi c'est quelque chose d'important en fait, très important et c'est le savoir en fait pratique en fait. Ça me parle de ce que tu dis parce que il y a une citation très jeune qui m'a marqué, c'est si vieillesse pouvait et jeunesse savait. Pour moi, toute cette citation elle résume tout, c'est que quand on est âgé, on a l'expérience de la vie qui nous apporte les connaissances et malgré tout, la force de l'âge fait qu'on a moins de possibilités physiques. Et, si étant jeune on avait les connaissances, qu'on avait de l'expérience, je dirais pas de la vieillesse, mais de l'ancienneté, peut-être qu'on éviterait pas mal d'erreurs, on avancerait un petit peu plus vite dans sa vie. Du coup, c'est pour ça que je voulais t'interviewer sur le miel. Alors le miel il suscite beaucoup de réflexions, beaucoup de débats, donc c'est pour ça que je voulais t'interviewer. Donc on va commencer par la base. Comment se fabrique le miel en fait, tout simplement? Alors le miel il se fabrique pas tout seul. Là-dessus on est bien d'accord. D'ailleurs souvent on me demande, on me dit Antoine, bon il est bon ton miel. Je sais pas le mien, c'est mes abeilles. Je confirme, il est très très bon. Donc pour faire simple, durant notamment différentes périodes de l'année, particulièrement au printemps et en été, beaucoup moins en été je dirais dans nos régions parce que les floraisons sont spécifiques à chaque région.
bon, bah, voilà, on a des périodes de floraison où les fleurs voilà, éclosent et du coup elles fournissent, voilà, elles ont du nectar. Donc les abeilles, ce qu'elles font, c'est qu'elles butinent les fleurs, ça tout le monde le sait, et donc elles prélèvent du nectar au sein de la fleur. Ce nectar, elles le ramènent à la ruche. Au niveau de la ruche, ce nectar est échangé entre les abeilles. Ok. C'est ce qu'on appelle la prophylaxie. Oui, c'est vrai, oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle la prophylaxie. Donc à partir de là, étant donné qu'elles s'échangent, en fait elles ont un organe qui s'appelle le jabot. Étant donné qu'elles s'échangent ce nectar dans leur jabot, on a forcément des enzymes qui interviennent, donc qui vont participer à la transformation de ce nectar en miel, tout en sachant que à ce niveau-là, ça n'est pas encore du miel. Ensuite, il va y avoir une sorte de mûrissement du miel. Donc elles vont les stocker dans les alvéoles. Et à ce moment-là, il va y avoir un assèchement, je dirais pas du nectar, parce qu'à ce moment-là, c'est plus du nectar, puisque il y a eu la prophylaxie entre temps. Il va y avoir un assèchement de ce pré-miel, je dirais. Ouais. Qui, voilà, parce que le nectar, quand il rentre à la ruche, il a un certain taux d'humidité. Donc pour que ça devienne du miel, il faut du miel dans la définition de la loi. Concrètement, selon la définition de la loi, ce qu'elle nous dit de ce que fait un miel qui puisse être vendu, c'est que le miel doit être en dessous d'un pourcentage d'humidité de l'ordre de 20% d'humidité. Alors, souvent, ce que font les agriculteurs, c'est que, enfin, ce qui est conseillé, de mes connaissances, c'est que dans l'idéal, d'être à 17-18%, c'est bien pour justement se laisser une marge d'erreur pour être aux 20%. En fait, les 20% d'humidité, c'est pour finir là-dessus, les 20% d'humidité du miel, en fait, c'est la limite de fermentation du miel. Ok, d'accord. Quand le miel est au-dessus de 20% d'humidité, il commence à fermenter. Alors, pas tout de suite, hein, ça va se faire sur un temps très long. Concrètement, même si le miel a un pourcentage un petit peu au-dessus de 20%, on a quand même de la marge pour consommer. Moi, je peux vous dire que j'ai consommé, bien sûr, que côté vendu, hein, c'est perso. Hein. Du miel qui est un tout petit peu fermenté, qui est et voilà, un an après, c'est pas de problème. Mais voilà. Donc, du coup, en résumé, alors, pour le miel de A à Z, tu me dis si je fais des erreurs. Donc il y a les fleurs qui font du nectar, qui attirent en fait les abeilles. Les abeilles vont venir puiser ce nectar, et en même temps ils vont faire la pollinisation. C'est d'ailleurs ce qu'a trouvé la nature pour faire la reproduction sexuelle des plantes. Du coup, ils reviennent à la ruche nectar, c'est un régurgité dans leur appareil digestif, donc ce qu'on appelle le jabot, c'est ça. Et en fait avec leurs enzymes, ça va commencer à le pré-miel, qui va commencer à se fabriquer. Ils vont s'échanger avec la prophylaxie entre abeilles, c'est ça, pour encore plus apporter d'enzymes. Du coup le pré-miel va devenir tout doucement un miel, et il faut qu'il y ait un taux d'humidité inférieur à 20% selon la réglementation en vigueur. Alors du coup, Antoine, est-ce que tu peux me dire comment vivent les abeilles dans la ruche, hein, quelle est leur hiérarchie, un peu leur cycle de vie, leur cycle de reproduction, et puis qu'est-ce qu'on peut trouver dans la ruche? Déjà, il faut distinguer la ruche et l'essaim. La ruche, c'est l'habitat, l'essaim, c'est la colonie qui vit à l'intérieur. Donc en fait, ce qu'il faut parler, c'est de la vie d'un organe vivant qui est constitué de plusieurs individus. En fait, je pense qu'il faut plutôt voir l'essaim comme ça. En fait, c'est pas des individus qui vivent ensemble, c'est des individus qui interagissent les uns avec les autres, qui ne sont rien sans les uns les autres. Donc moi je parle d'un organisme vivant qui c'est comme si chaque individu constituait une cellule de cette tête. En fait, c'est des organismes sociaux en fait. Voilà, c'est un organisme social et voilà, qui sont interdépendants, et donc chaque individu a son rôle, et c'est ce qui fait, c'est ce qui constitue l'être. Oui. L'essaim. Donc au sein de cet essaim, on a différentes catégories d'abeilles, je dirais. Tout d'abord, on a les ouvrières. Okay. C'est ce qui constitue le plus gros de l'essaim. Les ouvrières, c'est ce qui constitue réellement le plus gros de l'essaim. C'est ce qu'on trouve durant toute l'année. Okay. Ensuite, nous avons la reine. Ouais. La reine seule et unique. Donc c'est elle
qui permet la reproduction des abeilles. Ok. Et durant certaines périodes de l'année, nous avons les mâles. D'accord. Quelle période du coup de l'année? Donc ça va être durant mars, avril jusque juillet. En gros, la saison des amours un peu. Bah oui, concrètement, oui, c'est ça. Si on doit résumer, c'est Ouais. ça. Si on doit résumer, c'est ça. Voilà, les mâles sont là uniquement. Je pense que Ils ont un rôle évidemment, mais ils oui, ont un autre rôle. Ils ont un autre rôle. Il y a des apiculteurs qui trouvent qu'ils ont un grand rôle qui est souvent négligé. Mais ils ont un rôle, oui. Le principal, c'est celui de la reproduction. C'est celui de la reproduction des abeilles. Il faut savoir une chose, c'est que une reine, c'est une abeille. Les abeilles, ce ne sont que des femelles. Les abeilles, ce ne sont que des femelles. La reine, c'est une femelle abeille. Ouais. En tant que telle. Sauf que, du coup, elle a des caractères qui se sont développés, qui lui permettent de pondre et ainsi d'assurer la pérennité de l'essaim. Comment elle devient reine en fait finalement? Qu'est-ce qui dit, D'accord. comment en gros le processus d'évolution en fait, soit abeille, soit de reine? D'accord. Donc en fait concrètement, l'abeille et la reine proviennent du même œuf. Ok, même. La reine et l'abeille et la reine proviennent du même œuf. Sauf qu'à un certain moment donné, au stade de larve, Ok. on aura une alimentation qui sera différente. Donc la larve qui deviendra une abeille aura de la gelée royale, puis par la suite du miel. Ouais. La larve qui deviendra reine n'aura que de la gelée royale. Donc ce qui fait que l'incidence principale qu'on aura, c'est que on aura une morphologie à l'issue des différents stades de développement, notamment de la larve et de l'œuf, qui fera qu'on aura un adulte qui deviendra reine et l'autre qui deviendra abeille. Mais concrètement, en fait, on part du même œuf pour arriver à deux individus différents, sachant que l'alimentation qui aura été donnée, qui aura été différente, c'est durant le stade de larve. En gros, c'est qu'on voit vraiment la différence en gros à l'état d'insecte, du coup, état immunitaire, que l'alimentation a un grand rôle en fait. Finalement. Concrètement, oui, c'est indéniable. C'est pour ça que je voulais en parler également dans cette vidéo, parce que la nourriture, c'est la base du vivant, c'est un des fondamentaux, un des grands piliers des fondamentaux. Donc en résumé, en gros, donc on a les ouvrières, on a la reine, on a les mâles qui vont féconder, donc ouvrières qui vont faire leur petit travail, la reine qui va pondre, qui va perpétuer les seins en fait, ça. Et on a les mâles qui vont féconder. Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Alors, au cours de sa vie, l'abeille aura différents rôles Ok, d'accord. au sein de la colonie. Donc au début de sa vie, l'abeille aura plutôt un rôle de nourrice. Ensuite, elle aura plus nourrice, ça veut dire qu'elle nourrit les larves. Ok. Voilà, elle s'occupe concrètement des petits. Ensuite, elle aura plutôt un stade de bâtisseuse. Donc, elle va construire la cire au niveau des cadres dans la ruche. Il y aura un stade on l'a vu, le stade où elle produit le miel, qui réceptionne le nectar pour le transformer ensuite en miel au sein de la colonie. Donc c'est tout la proxylaxie, l'assèchement du miel, enfin voilà, il y a tout ça. Il y a aussi tout ce qui concerne le pollen, le stockage du pollen pour donner ensuite le pain d'abeille. Donc ça demande aussi des transformations. Ah, c'est quoi le pain d'abeille du coup? Alors le pollen c'est le pain d'abeille, pardon, c'est une transformation du pollen en pain d'abeille. Ok, d'accord. Donc je dirais, pour faire c'est pas une similitude avec le nectar qui devient miel, mais voilà, c'est aussi un mode de transformation du pollen dans quelque chose qui deviendra le pain d'abeille par le biais d'une fermentation. Encore une fois. Là on a une fermentation. Là, par contre, ce qu'on ne doit pas avoir pour le miel. Elles font en sorte que justement le miel ne puisse pas fermenter pour pouvoir le conserver, le stocker, notamment durant les périodes de disette, comme ça elles peuvent en bénéficier sous forme de stock. Ok, alors du coup, si je résume, il y a le miel, il y a la gelée royale. Est-ce que tu sais un peu la différence entre le gelée royale ou le miel? Gelée royale, je pense, il doit avoir un peu plus de nutriments. Concrètement, bon voilà, il existe des cures de gelée royale. Ouais, voilà, je sais qu'il existe. Je crois qu'il est plus à démontrer concrètement que la gelée royale peut avoir des
effets bénéfiques sur le commun. Alors bon, bien sûr, hein, comme pour toute nourriture, Oui. user, pas abuser quoi. Oui, voilà. On est aussi dans cette maxime-là, tout en sachant que bah voilà, le dosage, concrètement, il y a des gens qui expérimentent et qui nous donnent des bons dosages pour avoir un usage. Je sais plus qui disait ça, c'était. Je sais plus qui disait ça, c'était quelqu'un qui disait c'est la dose qui fait le poison. Je sais plus qui disait ça, mais en tout cas, Oui, bah concrètement, on est toujours là-dedans, c'est toujours dans le user, pas abuser. Et bah voilà, si on peut avoir les effets des bénéfices de la gelée royale. Moi j'ai pas testé. Ouais. J'ai jamais testé le cure de gelée royale. Ce que je sais, c'est qu'il existe une filière en France qui tend à se développer, qui essaie de se développer parce que il me semble qu'on exporte 80% de la gelée royale qui est vendue. Quand même. Donc bah il y a, j'ai envie de dire, c'est de la même façon que pour le miel. On a du travail en France pour réussir à implanter bien l'apiculture en France. Ouais, aussi, voilà, concrètement. Mais je pense que ce serait intéressant un jour d'essayer de faire cette cure de gelée royale, parce que concrètement, tous les gens qui disent avoir fait une cure de gelée royale durant l'hiver disent qu'elles ont passé un meilleur hiver concrètement que les années auparavant. Alors du coup, on a le pain d'abeille, on a le miel, on a la gelée royale, et j'ai également entendu parler de... Alors, il y a également la cire d'abeille, effectivement. Et puis, j'ai entendu parler aussi du propolis. Alors, qu'est-ce que le propolis? Alors, la propolis, ben voilà, en fait, il y a des abeilles aussi qui gèrent la propolis. Okay. C'est encore une... Donc, il y a vraiment différents rôles, vraiment, ils ont vraiment un rôle bien distinct au fil de leur vie. Donc, la propolis, déjà, elle a une fonction, c'est de bouche. En fait, les abeilles ont horreur du vide. Okay. C'est une maxime aussi d'apiculteur. Et donc, elle bouche tous les interstices possibles et imaginables, notamment qui pourraient créer des courants d'air. Notamment durant l'hiver, c'est important d'être quand même bien isolé pour se protéger du froid. Et elle aurait, ça serait le médicament aussi également des abeilles. On dit que c'est le médicament des abeilles. Donc la propolis, elle aurait des propriétés antiseptiques, antibiotiques. Donc voilà, c'est quelque chose aussi qu'on peut prendre. Pas en prévention des maladies, mais de certaines maladies de la gorge, mais voilà, pas en médicament, parce que c'est pas un médicament en tant que tel, un médicament c'est ce qui vient de l'industrie. Mais voilà, ça a des vertus et des bienfaits. Oui, ça a des vertus et des bienfaits d'ailleurs. Sachant que je fais de l'apiculture, on me demande parfois si j'ai de l'extrait de propolis. Ah oui, d'accord. Donc les gens ont une connaissance. Beaucoup de gens ont une connaissance de ces bienfaits. Je ne l'ai jamais non plus testé. Voilà, de la même manière, j'ai envie de dire, de toute façon, tout, il faut se faire aussi son avis soi-même. Le miel a beaucoup de vertus et de bienfaits, on en parle un peu dans tous les sens. Toi, qu'est-ce que tu sais en propos sur le miel, ses bienfaits, ses vertus à l'heure actuelle? Qu'est-ce que vous, en fait, en tant qu'apiculteur, qu'est-ce que vous savez sur le miel et ses bienfaits? Alors, on sait que le miel a des bienfaits, et que notamment, il y a des hôpitaux qui expérimentent beaucoup sur le miel, notamment pour tout ce qui est guérison de brûlures, de la recherche qui existe à ce sujet. Et on sait que le miel a des vertus thérapeutiques d'un point de vue de la guérison de brûlures, et qu'il existe de plus en plus de pansements. C'est vrai. Oui, exactement, effectivement. Tu m'en parles, effectivement, j'ai pu constater dans mes stages en médecine, il y a vraiment des pansements faits à base de miel. Et a priori, ce qui guérisse beaucoup plus vite. Oui. Les cicatrices a priori sont beaucoup plus belles. Je sais qu'il y a un hôpital en France, je ne sais plus lequel, qui est très en avance sur ce sujet. Et d'ailleurs, maintenant là on est dans des choses qui, si on les utilise, qui coûtent pas peu cher, très cher, très facile à... Et c'est plus créant temps d'une économie derrière. Également, tout à fait. Peut-être aussi plus vertueuse plutôt que d'avoir des usines qui fonctionnent au gaz, au charbon, au pétrole. C'est sûr. Et également, en fait, justement, tu as parlé que ça guérit des blessures, en temps des guérisons. J'ai même testé moi cet été avec ton miel. Je me suis fait une petite
une petite brûlure au niveau de la main. C'est un peu guéri. Mais voilà. J'ai testé, ça marche. Il existe pas mal d'études. J'en ai encore vu là, j'en mettrai une pour vous d'ailleurs. À propos, par exemple, une étude qui a été menée sur 105 enfants sur le toux et la miel. Comment en fait, si le miel peut guérir un peu la toux. Et en fait, il y a vraiment une étude qui a été faite. Et en fait, on a vraiment la preuve que du coup, le miel, vraiment pour les enfants, en tout cas la toux des enfants, et bien, a vraiment un rôle de guérison, en tout cas guérir plus vite. Donc c'est vraiment. Oui, je mettrai le lien dans la description de cette étude. Elle est vraiment pas mal. Ouais, bah de toute façon, j'en ai pas parlé de prime abord, mais concrètement, la première chose dont disaient les gens, c'est bah voilà, je tousse. Prends du miel. Prends du miel, enfin voilà, j'ai envie de c'est entre guillemets vu comme un recette de grand-mère. Oui, exactement. Un remède de grand-mère. Hein. À condition d'avoir un bon miel aussi. Ah bah. Pas le miel. Ah bah oui, le miel qui vient des abeilles. Qui vient des abeilles, qui a été. Il y a de la miel qui vient du nectar des fleurs. Ça guérit un peu des blessures, des brûlures, également de la toux, des maux de gorge également. Du coup, connu ça depuis pas mal de temps. Ça guérit, en tout cas, ça soulage. Donc, le miel en fait vient du nectar, on est d'accord. Donc du coup, le nectar vient des plantes et du coup, le miel est fait de phytonutriments. Donc les phytonutriments, en fait, c'est ce qui permet en fait aux plantes de combattre bien toutes les agressions qu'elles peuvent avoir. Donc le froid, les virus, les bactéries, champignons, c'est ce qui permet de les combattre. Et du coup, ces phytonutriments se retrouvent dans le miel. Et le miel, bah, du coup, est rempli de ces phytonutriments. Et du coup, bah, en fait, nous, c'est pour ça qu'on dit que le miel, c'est un bon sucre parce que c'est rempli pas que du sucre, mais en même temps de nutriments, différents nutriments, dont les phytonutriments. Et les principaux phytonutriments, c'est les flavonoïdes, qui sont des puissants antioxydants. Et c'est ça, antioxydants. Et du coup, bah, comme c'est antioxydant, c'est anti-vieillissement. Et en fait, c'est également aussi en fait, ça diminue les risques de facteurs les risques cardiovasculaires, un peu ce qui est hypertension, tout ce qui est. Tu disais en crème peut-être en antiride. Hein. Aussi comme antiride, non mais ça aussi, bah écoute, en Égypte, dans l'Égypte ancienne, on retrouve déjà des traces d'utilisation de miel, de cire, vraiment pour avoir une belle peau, avoir un anti-vieillissement. Bah, voilà, les bases viennent de là. D'ailleurs, sur le papyrus Égypte, je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un grand. En Égypte, on a découvert un grand papyrus qu'on appelle, avec tous les remèdes qui existent déjà à l'époque de l'Égypte. Donc non, le miel est déjà cité. Bah de toute façon, concrètement, enfin, je sais que dans certaines religions, le miel a. On m'a expliqué. Hein, on m'a expliqué que dans certaines religions anciennes, le miel avait une place importante dans les textes. Il avait sa place au sein de la vie des gens. De la nourriture, en tant vraiment médicament. Point de vue des thérapies. C'est clair. L'antioxydant, c'est vraiment ce qui ajoute en fait le plus au miel. Et du coup, ça doit forcément renforcer le système immunitaire. Effectivement, ça renforce le système immunitaire. Problème de digestion. Est-ce que tu as aussi des infos là-dessus ou pas? Concrètement, non. Non, là, j'avoue que j'ai jamais entendu parler de. Mais ça pourrait jouer un rôle parce que, effectivement, en fait, c'est ce que j'ai pu également voir en Égypte, effectivement. Il disait que c'était un prébiotique. Alors, je sais pas si vous savez un peu la différence entre prébiotique et probiotique. Alors, prébiotique, c'est ce qui va nourrir. En gros, c'est pas organique, hein, c'est minéral. C'est ce qui va nourrir en fait les bactéries. Donc, du coup, le miel va nourrir les bactéries. Les probiotiques, ce sont vraiment des organismes vivants qui sont présents dans notre microbiote intestinal. Du coup, si on prend du miel, donc prébiotique, ça va nourrir un peu et permettre de développer aux bactéries de se développer. Le microbiote, on parle bien du deuxième cerveau, hein, de plus en plus. Hein. C'est quelque chose. L'incidence, et du coup, ces bactéries-là dont tu parles, qui produisent ces prébiotiques. Je ne connaissais pas le nom, mais, oui, non, mais c'est vrai que je savais qu'il y avait une production de substances des bactéries qui avaient une incidence sur la santé du corps. Exactement, ouais. Donc ça, faut vraiment pas négliger ça. Et comme je dis, c'est effectivement le deuxième cerveau. On dit que c'est effectivement l'intestin. Il y a beaucoup plus de neurones, en tout cas de cellules nerveuses dans l'intestin que dans le cerveau. Donc ça rejoint c'est une discussion qu'on avait eue, c'est finalement où est le cerveau. Exactement. Et là, c'est qu'il y a même un troisième cerveau, le cœur. Il y a aussi également pas mal de cellules nerveuses dans le cœur, donc du coup on a 3 cerveaux. On va finir sur le dernier mot, l'index glycémique du miel. Est-ce que c'est bon de manger du sucre blanc ou du miel? On sait que quand on mange du sucre blanc, le sucre simple, en général, et notamment du sucre encore plus simple qui est produit par l'industrie, on a un index glycémique qui augmente plus vite que si on prend quelque chose qui est apparenté à un sucre complexe. C'est ça, ouais. Donc, la consommation de miel,
même si elle apporte du sucre, le miel est constitué de 90% de sucre, Ouais. hein, c'est pas, Ouais. c'est du sucre hein, qu'on trouve dedans, alors différents sucres. Ouais, il y a différents sucres, comme je sais qu'il y a le saccharose également, le glucose, fructose. Ouais, c'est ça. C'est en gros ces trois principaux qui sont présents dans le miel. Qui sont en proportions différentes en fonction du nectar qui aura été fonctionné sur les plantes. C'est ça qui va faire en fait un miel différent. En fait. Voilà. Mais du coup, bah voilà, ce mélange de sucre fera que l'indice glycémique sera plus bas, et puis ce qui peut encore baisser l'indice glycémique, bah, c'est le mélange du sucre dans les aliments dans lesquels on les met. Oui, voilà, effectivement. Concrètement, donc, bon, voilà, le miel, ça peut être un bon substitut au sucre. Ah, par exemple, ceux qui mettent du café dans leur sucre ou du sucre blanc, il vaut mieux mettre du miel pour vraiment avoir le sucre sucré que mettre du sucre blanc, parce que du coup ça va mettre le taux de sucre dans le sang va être beaucoup plus rapide si on prend du sucre blanc que du miel. Donc, du coup, d'ailleurs pour les diabétiques, hein, pour ceux qui ont des problèmes du régime au niveau du sucre, bah, c'est mieux de prendre du miel du coup, hein, justement dû à l'index glycémique assez bas du miel. Le glycémie qui augmente plus vite avec le taux de sucre d'un seul coup qui monte plus vite dans le sang, stockage de graisse. Et ça crée une résistance à l'insuline. Et du coup, qui va développer en gros justement ce diabète de type 2 qu'on appelle en fonction des sucres, ce qu'ils deviennent dans le corps, en fonction des différentes filières. Alors du coup on a parlé en fait d'où le miel, hein, comment il se crée, de la hiérarchie de sa nutrition également, mais depuis quelques années on a affaire en fait à une sorte de déclin, un grand déclin d'abeilles. Qu'est-ce que tu peux me dire un peu là-dessus? Est-ce que toi tu vois vraiment visuellement, concrètement bien ce déclin d'abeilles? Déjà avec ton expérience et toi avec ta pratique également de l'apiculture. Avec ma pratique de l'apiculture, j'ai envie de dire, bon, je me suis beaucoup intéressé au sujet avant de m'y mettre. Ouais. Parce que voilà, avec le vivant, je considère qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est d'ailleurs pour ça que je me suis intéressé. Moi, j'arrive à développer les abeilles, j'arrive à faire en sorte d'avoir plus d'essaims et plus d'abeilles. Par contre, ce que je sais, et ça c'est les chiffres qui nous le disent, oui effectivement, il y a de moins en moins de colonies, il y a de moins en moins d'abeilles sur notre territoire en particulier, les autres. Ouais. Je saurais pas dire, mais voilà. En France, on estime que depuis les années 80, depuis 40 ans, 20 ans, on a perdu la moitié du cheptel d'abeilles. Enfin, voilà, du nombre d'abeilles. D'ailleurs, c'est en corrélation avec le déclin aussi des insectes. Donc en fait, le débat de dire, du coup, il tombe à partir de ce moment-là, le débat de dire les abeilles sont responsables, parce que en fait ça c'est, je pense, certains lobbies qui cherchent toujours des responsables à la place des vrais responsables, des boucs émissaires. L'abeille, en fait, on s'en sert à un bouc émissaire pour dire comme quoi elle est responsable du déclin des insectes parce qu'elle est en concurrence sur certains territoires d'un point de vue de la pollinisation des plantes ou d'un point de vue de la ressource. Le déclin des abeilles suit le déclin des insectes en général. Ouais, c'est un tout en fait. Oui, ça c'est les chiffres qui nous le disent. Beaucoup d'apiculteurs arrêtent parce que concrètement, l'apiculture, j'ai une ruche avec un essaim à l'intérieur. Ouais. Et je laisse vivre et on verra ce que ça donnera. Ça ne fonctionne pas. Ça c'est mort, Non. Alors, avant peut-être que ça marchait, maintenant en tout cas aujourd'hui ça ne marche pas. C'est ce que les anciens disent. Bon, j'aime bien écouter les anciens, c'est qu'auparavant on pouvait laisser faire. Et ça marchait. Ça marchait tout seul. Oui. C'est ce qu'on me dit, ça marchait tout seul, on laissait faire. Il y avait du miel, les abeilles vivaient, se développaient, on les laissait. Voilà. Donc tout ça, ça nous pose concrètement la question de notre environnement. Les abeilles, elles vivent dans un environnement particulier. Et donc du coup, forcément, moins d'abeilles, concrètement moins de miel. On sait que la France, on est un très faiblement producteur de miel. On est très gros importateur de miel. Et il y aurait, je pense, des choses à faire entre les apiculteurs et... En France oui, les agriculteurs sont très contents de proposer des apiculteurs à des agriculteurs, c'est une bêtise parce que moi à chaque fois que je parle avec un agriculteur, au contraire, eux aussi ont besoin d'un environnement qui soit favorable, tout comme les apiculteurs, et on sait que des environnements favorables sont bénéfiques à tous, y compris à tous les autres. D'ailleurs, apiculteur et agriculteur, c'est un travail en commun. Bien sûr, mais d'ailleurs c'est ce à quoi j'aimerais m'employer si c'est possible, bien sûr. Michel, Oui, voilà, faut pas... à mon
si, C'est le principal, si- à notre échelle, c'est le si, principal. si je travaille avec un ou des agriculteurs qui permettent d'avoir un meilleur environnement, s'il y a un meilleur environnement pour les abeilles, concrètement, c'est tous les insectes qui bénéficient. Bien sûr, C'est- ça bien, c'est bien, bien tout sûr, environnement. bien sûr. C'est pas uniquement les abeilles, de toute façon on l'a vu dès que l'année se fait, ça fait de manière parallèle entre les insectes, les insectes de manière générale et puis, Ouais. puis les abeilles. Donc voilà, concrètement oui, moins d'abeilles en France, moins de production de miel et plus d'indépendance de l'alimentation C'est clair. avec ses dérives. Et du coup, en fait, le taux de mortalité, je crois qu'il me semble, depuis 2006, chaque année, environ 30% de mortalité par an d'abeilles. Est-ce que Ouais, tu confirmes, les chiffres, ouais, c'est les chiffres, c'est à peu près c'est ça. ça, c'est 30% par an? Voilà, c'est ça. Alors, moi, je suis pas du tout dans cet endroit, c'est comme je l'expliquais. Moi, Toi, t'as pas de perte. Toi, t'as pas de perte. en fait, la mortalité, on la mesure entre des essaims, on la Ouais. mesure entre le début de l'hiver et le début du printemps. Ok, d'accord, ok. Et c'est là que tu calcules le taux de mortalité. Voilà, c'est là qu'on mesure c'est entre ces deux instants-là qu'on mesure le taux de mortalité. Et donc, il est de 30% en France tous les ans. Moi, je suis pas du tout de cet endroit-là, je suis plutôt de l'ordre voilà, c'est ce que je dis, je suis de l'ordre de 2 à 5%. Ah oui, oui, effectivement. De 2 à 5%. Oui, c'est bien. Oui. Sachant qu'après, durant la saison, Oui. j'arrive à développer. Mais parce que voilà, Tu y vas tous les jours, pas tous les jours, mais je veux dire, tu y assez régulièrement, tu fais attention, tu les nourris. je m'intéresse à elle, Voilà. je regarde dans quel état est la colonie régulièrement, et puis s'il y a lieu d'intervenir, c'est qu'il y a régulièrement, moi c'est ce que j'ai remarqué, hein, c'est là aussi, c'est pour ça aussi qu'il faut venir au niveau de ces ruches, parce que concrètement, de mettre les mains dans la ruche, Ouais. ça nous donne des informations sur l'état de l'environnement. Concrètement, c'est ce que j'ai remarqué. Donc voilà, il y a des trous de mielés, donc il n'y a pas de nectar. Il y a des moments où il n'y a pas de nectar. Durant l'été, il y a. Ouais. Après, c'est selon la météo. Hein. C'est continué là, durant cet été, il n'y a pas de nectar. Hein. Oui. Sécheresse. Oui, c'est vrai. Et donc, concrètement, si elles n'ont pas de nourriture, elles sont comme nous, elles meurent. Hein. On a beau nous faire en sorte qu'elles aient toujours de quoi. Il y a des moments, non, c'est l'an passé, au printemps, alors que c'est la période la plus florissante pour la nature et pour les fleurs, vu qu'elles ne pouvaient pas sortir, Ouais. elles ne pouvaient pas, voilà, Il n'y a pas de miel. elles n'avaient pas de nourriture, et si elles n'étaient pas nourries, concrètement, les essaims étaient prêts. Ça avait une incidence aussi sur la reproduction. Oui, surtout alors du coup au final. C'est une beaucoup, en incidence fait, sur la hein. reproduction, parce que les reines, pour se faire féconder, elles ont besoin de sortir. Et il faut qu'il fasse beau à ce moment-là. S'il ne fait pas beau, elles ne peuvent pas se faire féconder. Donc, du coup, c'est que durant un certain temps qu'elles peuvent se faire féconder. Donc, si elles restent dans la ruche, elles ne se font pas féconder, et donc elles ne peuvent pas continuer la reproduction des abeilles. Donc il faut que l'apiculteur soit très attentif à tout ça pour faire en sorte, comme je disais, hein, l'important c'est pas l'individu, hein, c'est pas même la reine, l'individu, même si la reine c'est un élément central, de toute façon on l'aura compris, c'est l'essaim en globalité, faire en sorte que on ait toujours suffisamment d'abeilles pour que l'être puisse vivre toujours convenablement. Quelles sont les différentes causes en fait, de ce déclin du coup des abeilles et au final par extension du coup de ces insectes qui disparaissent? Je dirais dans un premier temps c'est le facteur environnement, d'un point de vue de la biodiversité florale ou des espèces de plantes. Hein. Ouais. On a des gros temps de profusion et vraiment des temps où vraiment on n'a rien. Ouais. Donc en fait concrètement c'est lié à l'environnement. Moi, j'ai l'habitude de dire, on parle d'espace naturel, on va dire on est dans des espaces naturels, dans un bois, dans une prairie, etc. On sait que tout cela est, à un moment donné, même si c'était il y a des siècles, tout ça c'est artificiel. Ah oui, bien sûr. La main de l'homme est intervenue. Donc cet espace-là, qu'on considérera naturel, finalement, il est complètement artificiel. Donc c'est lié à une gestion notamment, concrètement, plus depuis ces 10 dernières années qui fait que on a une raréfaction des plantes, de la diversité des plantes, qui fait que les floraisons sont beaucoup moins étalées durant le printemps et l'été. Ce qui fait que du coup les abeilles ne trouvent
pas des ressources à certaines périodes de l'année. Après, bah, C'est la pollution, je pense, non? La pollution doit Oui. jouer un grand rôle, effectivement. j'y venais. Ouais. Je pense que les pesticides Ah, ça va. Oh là. ont aussi leur rôle. Hein, Les néocotinoïdes, c'est ça? Ouais, d'ailleurs, bon, ça a été une grande lutte des apiculteurs. Ouais. Je crois qu'ils en ont, en 2018, je crois qu'ils en ont supprimé 3 sur 7. Et bon, c'est déjà 3, mais bon, il manque encore les 4 autres derrière qui sont à enlever, mais... Ouais, enfin, bon, là-dessus, j'ai pas assez de connaissances. Après, je vais te dire, on supprime un néocotinoïde, mais c'est pour en faire une nouvelle déclinaison derrière. qui va être acceptée par l'ANSES et tout ça. Donc, Effectivement, donc au final... enfin, c'est comme les médicaments, en fait, Oui. on n'en crée pas de nouveau, on fait juste des Oui. déclinaisons de choses qui existaient chez Mathusalem. Enfin bref. Mais ouais, du coup, je sais que le nécotinoïde, physiologiquement, ça attaque le système nerveux central, et du coup, des abeilles, et du coup, en fait, ils vont être désorientés, puis du coup, être fragiles, et du coup, ils vont être susceptibles d'attraper différentes maladies. Est-ce que toi, tu es au courant un peu des différentes maladies que peut toucher les abeilles Les cotinoïdes, ça ne provoquera pas, d'après ce que je sais, des maladies. Ouais. C'est juste que ça plus pourra fragile. causer des problèmes d'orientation. Voilà, ok. D'orientation, et puis problème d'orientation, donc forcément le système nerveux, Ouais. l'affectation du système nerveux. Après, bon, tu parles des maladies des abeilles. Dis-moi un peu si... En fait, oui, il y a ce souci-là, d'un point de vue maladie des abeilles. En fait, on sait que la mondialisation dans laquelle nous sommes, en fait, les abeilles, je dirais autochtones, Ouais, sont sujettes à attraper les Oui, maladies, ouais, les parasites qui viennent du monde entier. Donc concrètement, on a des maladies, surtout ces 40 dernières années, qui ont été importées concrètement en France, hein, comme il existait une loc américaine, une loc européenne, on a eu la loc américaine. Ouais. C'est quoi ça, la loc? C'est quoi? C'est un champignon, c'est une sorte de. Enfin, c'est plus exactement, c'est pas un champignon, c'est une bactérie qui amène une sorte de pourrissement. D'accord. C'est vraiment pour vulgariser. Ouais. Bon, Qui pourrit les abeilles à l'intérieur. partir de. Enfin, c'est vraiment. En maladie, il y a la nosémose, Ouais. alors c'est un virus, C'est ça, ouais. un petit peu les symptômes et comment la reconnaître. Ouais. Après, Dis-nous un a peu. priori, c'est quand les abeilles sont pas trop bien nourries, D'accord. quand elles ont assez de ressources dans l'environnement, Ok, d'accord. en diversité de pollen, et en diversité puis en nectar. Donc, du coup, ça amène un affaiblissement de leur D'accord. système immunitaire. Et donc, ce virus, a priori, est toujours présent. Ok, d'accord, Parce ouais. que nous, on a des virus aussi qui sont toujours présents. Mais en fait, les virus, quand on est en mauvaise santé, ils sont plus susceptibles de pouvoir s'exprimer. Ok, Et là, a priori, c'est le cas. ok, d'accord. C'est le cas. Après, on a un parasite qui est très destructeur actuellement, c'est le varroa. Varroa. Varroa qui est apparu dans les années 80, qui a fait beaucoup de dégâts à ce moment-là. Et on arrive mieux à le maîtriser actuellement, mais on ne fait que le maîtriser. Et toi, ça va? Est-ce que toi, tes abeilles sont atteintes de ces maladies-là Enfin, Toutes. concrètement, le varroa, tous les essaims en France, Ah oui? il n'existe pas un seul essaim qui ne puisse pas être. D'accord, donc là, par exemple, si on regarde les ruches, il y a des varroas. Ouais, D'accord, c'est sûr. ah, C'est je sûr, savais ça pas. serait. Après, bon, si on observait un. Alors justement, l'apiculteur, son rôle aussi, c'est pour ça que je te parlais du suivi, Ouais. c'est de vérifier en fait que D'accord, ok, oui. le taux d'infestation soit pas trop élevé. Ok, d'accord. Parce que s'il est trop élevé, concrètement, on sait que le sein Ok. va disparaître. C'est aussi simple que ça. Et ça se fait en très très peu de temps. Ce parasite-là vient d'une abeille qui existe en Asie. Le cycle de reproduction de l'abeille permet concrètement son développement, Ouais. alors que le cycle de développement de l'abeille asiatique ne permet pas, permet son développement dans une moindre mesure. Ok, d'accord. Elle est plus résistante en Asie que. Voilà, d'une certaine ok. manière. Et est-ce que du coup, il y a également d'autres causes? Actuellement, on a le frelon asiatique. Hein, Ah oui, ouais. cette question-là. D'ailleurs, ça parle comment ça? Dis-nous un peu comment ça parle en France. A priori, ce sont des poteries qui seraient arrivées d'Asie Ouais. à Bordeaux, et puis du coup, on sait que la première. Du coup, ça arrive en fait. Le berceau un peu de l'Europe, c'est. Enfin, du frelon asiatique qui arrive en Europe, c'est vraiment Bordeaux du coup. Oui, D'accord. oui. Et après, il s'est étendu sur toute la France. On a suivi d'ailleurs son évolution d'année en année. Ouais. On savait qu'il était à tel endroit, jusque qu'il soit arrivé ici d'ailleurs. Tu te souviens, la dernière Oui. fois, on l'avait vu. Ouais, une abeille a bien été attaquée par un petit frelon asiatique, un gros frelon asiatique. Bah oui, tu t'as vu ce que Mais c'est assez surprenant, je vous avoue, à regarder.
Donc bah oui, concrètement, il y a que les apiculteurs qui luttent aussi contre cette espèce invasive. Hein. On sait qu'il est en concurrence directe avec le frelon européen, d'un point de vue de la chaîne. Je parle du frelon asiatique, mais les oiseaux aussi mangent les abeilles. Effectivement, oui, c'est un insectivore, effectivement. Ils font partie de la chaîne alimentaire aussi, les oiseaux. Donc les principales causes du déclin, pour résumer, en fait, on a donc l'environnement, c'est ça, hein, la pollution, les pesticides, généralement. Du coup, principalement les néocotinoïdes qui vont qui vont désorienter l'abeille. On a aussi du coup les parasites, les virus, on a dit le varroa, la nosémose, c'est ça. Et puis comme prédateurs également, il y a les frelons asiatiques. On parle des néocotinoïdes, mais enfin, il n'y a pas que les néocotinoïdes, hein, il y en a plein d'autres. Je vais donner un exemple. En fait, on a une mielée avec le colza. Ouais. Les agriculteurs ont des traitements sont effectués tout le même temps. Mais en fait, ils ont des temps durant lesquels ils ont le droit de le faire, c'est avant et après le coucher du soleil. Ils ont le droit de traiter le colza. Il y a en fait, pour voir comment les industries. Donc, ils ne déversent pas des néocotinoïdes. Donc, en fait, ça c'est fait pour la préservation des insectes. Ouais. Donc, pour te dire pourquoi il existe d'autres pesticides. Ce que voulaient essayer de faire les lobbies, c'est d'autoriser ces pesticides durant les temps diurnes et de donner comme autorisation, comme limite d'utilisation, un certain pourcentage de perte d'insectes. Ah d'accord, oui, d'accord. Donc sachant que sur des champs, il peut y avoir parfois 4 ou 5 passages. En fait, pour chaque passage, les lobbies, et le texte qui souhaitait sortir, c'était autorisation d'une perte quand on déverse le pesticide de 10% des insectes. Donc on imagine que s'il y a 4 passages, 10% à chaque fois des insectes, et puis comment tu mesures ça? Il y a des textes parfois comme ça, il n'y a pas que les néocotinoïdes, il y a aussi des essais, des essais des lobbies, de donner des autorisations pour dire regardez, on peut autoriser 4% à chaque passage. Puis, vous voyez, finalement, dans l'inconscient, 4%, qu'est-ce que c'est? C'est rien, mais bon, c'est vrai que multiplié par le nombre de passages, finalement ça arrive. Voilà, quand on sait déjà à quel point on en est d'un point de vue des extinctions des espèces. Clair. Actuellement, on lutte encore. Je pense que les gens ne le savent pas, parce que ça joue au niveau des instances européennes ou de certaines instances autorisant les médicaments, les pesticides. Voilà, donc il n'y a pas que les néocotinoïdes, il y a aussi tous les autres Phytosanitaires. Les autres phytosanitaires qui essaient toujours, malgré tout, d'avoir des autorisations pour pouvoir propager sur les plantes et pour du coup détruire les faune. On a parlé du coup justement de ce déclin des abeilles, donc dû à différents facteurs. Mais je sais que du coup il existe une très très grande industrie du miel, du coup a posteriori de l'abeille et du coup a posteriori de la pollinisation, parce que aux USA en fait il y a une sorte de grand marché de la pollinisation qui est en fait d'ailleurs estimé à plus de 150 milliards d'euros par an en 2018, mais je crois que c'est encore augmenté. Et on crée que la pollinisation, donc le fait de polliniser les fruits et légumes, et du coup en fait c'est dû aux ruches itinérantes. Alors parle-nous un peu. En Amérique du Nord ça se passe comme ça, au Canada et aux USA. D'ailleurs en introduction, je pense que tu pourras inviter, il y a des très bons documentaires qui existent là-dessus, qui ont été faits sur France 5, sur Arte, qui parlent très bien de... Je vous mettrai tous ces documentaires par rapport au miel, à l'industrie du miel, aux abeilles, également les miens que j'ai visionnés. Je vous mettrai ça, une grande playlist de vidéos. Je vous mettrai tout ça dans la description, comme ça vous pourrez un peu piocher ce qui vous plaît. Donc aux États-Unis en fait, on n'a pas le même environnement qu'en France. En fait, on est sur vraiment de la monoculture, mais nous aussi on est sur de la monoculture. Oui, c'est vrai. Mais sur des étendues. C'est grand, qui sont monumentales, et donc je prendrais les champs d'amandiers. Ok. Par exemple, donc intéressant, les champs d'amandiers qui s'étendent sur des hectares et des hectares. Je pense que c'est difficile même de se représenter. Et comme il n'y a que cette plante qui est présente à cet endroit-là, à un certain moment donné, elle a besoin, la fleur va être
fertiliser pour être fécondé. Hein. Eh bien, les cultivateurs de ces champs d'amandiers ont besoin d'apiculteurs, mais d'apiculteurs. Les grands apiculteurs français sont des petits poussés par rapport aux apiculteurs américains. Leur cheptel de ruches, je crois que c'est une dizaine de milliers de ruches. Ouais, il me semble que j'ai vu des images transporter des remorques entières de ruches. Non mais voilà, c'est une échelle. De toute façon, dans un documentaire, c'est très difficile. Et d'ailleurs, même les apiculteurs de là-bas ont très bien conscience à quel point ils marchent sur la tête aussi. Ah voilà, ils sont quand même conscients de leur truc. Et du coup, en fait, leurs abeilles, alors ici on arrive quand même à... Enfin, moi, je dis que je fais de l'apiculture sédentaire, ça veut dire qu'on dit une apiculture pastorale. Oui. On déplace les ruches en fonction des endroits où on a des... Ah ça c'est les ruches itinérantes du coup. C'est ce qu'ils font là-bas. Oui voilà, ok. Moi je fais une apiculture sédentaire, ça veut dire que les ruches restent au même endroit et donc c'est vrai que l'importance de l'environnement du coup est fondamentale pour... je disais le fait qu'elles aient des ressources durant toute l'année. Moi j'ai aucun intérêt à les nourrir, ce que je veux c'est qu'ils puissent nourrir elles-mêmes. Donc là-bas, oui, une fois, donc je sais pas, durant 2 semaines dans l'année, on a une floraison des amandiers, donc durant ce temps-là, ils ont absolument besoin, les agriculteurs de là-bas ont absolument besoin des apiculteurs pour polliniser leur champ. Mais après ces 2 semaines-là, on est d'accord que il n'y a plus de ressources. Non. Puisqu'il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus de ressources. Donc eux sont obligés d'aller ailleurs pour des champs de pommes, des champs de poires, des champs uniquement de la monoculture, et donc eh bien, ils vont de gré à gré en traversant les États-Unis. En traversant les États-Unis. D'est en ouest ou d'ouest en est, et du coup vraiment en parcourant les États-Unis. Je crois que les États-Unis c'est 13 fois la France. Donc, du coup, ça fait des déplacements. Ce que j'allais dire, 10 000 km. Ah ouais, au moins. Du coup, c'est un peu dépaysé les abeilles, du coup, ils savent pas trop. Non, c'est pas question dépaysée parce que les abeilles, on les pose à un endroit, elles ont une conscience de elles prennent très vite conscience de leur environnement dans lequel elles sont. Okay. Donc, on les change d'endroit. D'ailleurs, les déplacements se font durant la nuit. Donc, elles se déplacent. Et donc, les apiculteurs sont. Du coup, ça crée une interdépendance entre les cultivateurs et les apiculteurs. Ouais. Parce que. On se doute bien que ça n'est pas une science exacte non plus, les floraisons ne vont pas être... on est toujours dépendant de la météo, de la nature. Du climat. Donc concrètement, si, admettons, l'amandier, sa fin de floraison, elle est en train de s'effectuer, mais il y a les pommes qui commencent au même moment, du coup, l'apiculteur, il a le cul entre deux chaises. Ok. Et concrètement, dans les champs d'amandiers, les mecs traitent en même temps. Ils mettent des phytosanitaires. Alors que les apiculteurs leur disent, leur préconisent des choses, faites ça pendant un certain temps, faites ça pendant un certain temps. Forcément, on est dans la monoculture, donc forcément on a un tas de parasites, on n'a aucune diversité d'un point de vue des insectes. Oui, du coup, ils sont fragiles, ils sont un peu stressés, du coup un peu plus fragiles également les abeilles. Ah oui, Du coup, ils mettent beaucoup. D'un point de vue alimentaire, elles n'ont qu'une seule ressource, qu'une seule sorte. C'est comme si elles avaient que des vitamines spécifiques en majorité, La monoculture d'amandier, ça dure combien de temps la pollinisation? Je sais pas, 2-3 semaines. Mais voilà. Ça veut dire que du coup, depuis pendant 3-4 semaines, les abeilles vont manger que ça. C'est comme si nous on mangeait que des brocolis pendant 3-4 semaines, c'est ça? J'ai donné la même similitude. Donc, du coup, on sait que la santé pour les humains, c'est la diversité alimentaire. Et pareil pour les abeilles. Pour tous les êtres vivants. Et pour les êtres vivants, effectivement, d'ailleurs. Mais bon, nous, on sait que, on est... on appelle ça, on est... diversifié. La nourriture. On n'est pas insectivore, on n'est pas carnivore, on est... omnivore. Omnivore. Bon, on sait que notre mode d'alimentation, c'est omnivore, donc forcément, on a besoin d'une diversité alimentaire pour pouvoir avoir tous les nutriments nécessaires à une bonne santé. Donc, elles sont pas omnivores de la même manière que nous, c'est notre méthode. Si elles n'ont pas une diversité de plantes à butiner, si elles n'ont pas une diversité de nectar, forcément, on peut s'imaginer que ça aura une incidence sur leur santé. Et du coup, je pense qu'au niveau antibiotique, ils mettent le paquet, antibiotiques, antifongiques, antivirucides. Oui, là-dessus, j'ai pas de données précises, mais moi j'imagine, je veux pas les incriminer parce que Après c'est leur...
on est tous dans Oui, même, des systèmes qu'on choisit, surtout qu'on subit, je dis. Après, On subit, effectivement. on fait nos choix Comme on peut. dans le système dans lequel on est. Hein. Eux, c'est la même chose. Alors oui, certainement que ils sont obligés d'avoir des actions qui peuvent nous choquer. Qui peuvent nous choquer, oui, concrètement, mais qui en est pour les juger si... Exactement. Moi, je suis persuadé qu'ils aiment leurs abeilles. Ah oui, non, ça, là, je suis entièrement d'accord avec toi. Je Les pense que apiculteurs peuvent les aimer, mais voilà. Après, voilà, on parle du modèle américain. Ce serait intéressant de voir. Il y a d'autres modèles d'apiculture, hein, notamment. on parle non un peu du français, en France, comment c'est. T'as dit que c'était du coup une apiculture plutôt sédentaire, du coup. Il existe il y a les deux aussi modes. des- Hein. Il y a ouais. une apiculture aussi pastorale. Hein. Il y a aussi des arboriculteurs en France qui voient bien les bienfaits de la pollinisation des abeilles quand ils mettent beaucoup plus de ruches sur l'implantation. Hein. Donc il y a ce qui serait préconisé d'un point de vue des apiculteurs de dire proposez vos services aux arboriculteurs qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, tirent leur bénéfice et l'environnement. Donc ce serait un mode économique qui pourrait, enfin un revenu qui pourrait permettre aux apiculteurs d'en vivre. français aussi de pouvoir en vivre. Alors bon, concrètement, je ne pense rien de ça. Oui. Tout ça. Tu sais vraiment par plaisir. Oui, voilà, je suis pas dans cette démarche-là. Je suis pas dans cette démarche-là, mais voilà, je peux comprendre que les apiculteurs le fassent parce que de toute façon, eux tirent bénéfice parce qu'ils ont le nectar de ces plantes particulières qui peuvent des poiriers, des cerisiers, des abricotiers, j'en sais rien, enfin bref. Et donc ça pourra produire aussi des miels particuliers qui pourront être recherchés aussi. Hein, parce que on sait que chaque miel aussi a ses vertus en fonction de la plante. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est qu'il y a autant d'apiculture que d'apiculteurs. Ok, d'accord. Chacun ses choix d'apiculture. Voilà, il y a l'apiculture sédentaire, il y a l'apiculture pastorale, où les apiculteurs aussi placent plantes en fonction des endroits où il y a des floraisons, des miels. Ok. Apiculteur en France, si pour polliniser une parcelle, ça sera quelques dizaines de ruches, et encore. Ouais. Alors qu'aux États-Unis, ça sera des dizaines de milliers de ruches. Ouais, ça sera. C'est pas le même. À la même échelle. Les États-Unis ils exagèrent un peu plus souvent, ils étirent un peu plus. C'est des modèles économiques. Hein. En fait, tu sais que forcément, si tu as sur une parcelle énorme tout, d'un point de vue des machines, etc., ça sera beaucoup moins de machines, beaucoup moins de déplacements. Du coup, on sait qu'on est dans un marché mondial et que du coup, c'est eux qui gagnent le marché. Et puis, du coup, tous les autres. Au revoir. Après, je crois que les États-Unis, c'est concrètement, c'est un des. Je crois qu'il y a 70% des amandes qui sont produites là-bas. Mais d'accord, oui, effectivement, oui, à Mandier, ça y est. Mais tout ça, c'est très bien expliqué dans le documentaire. Ok. Petit mot vite fait sur le marché des rennes. Je sais qu'il y a ça aussi, un marché des rennes où ils vendent des rennes parce qu'il manque des essaims et pour faire des essaims, ils veulent des rennes. Oui, les apiculteurs, je vais revenir aux apiculteurs. Il y a même un marché mondial. Hein, mondial de rennes, ok. Donc on peut acheter des rennes. Et des essaims. A priori, les apiculteurs américains, pour pallier les pertes qu'ils ont dues à l'exploitation. Ils achètent des rennes. Ils sont obligés de racheter des rennes, ils sont obligés de racheter des essaims. Oui. Et ils les importent. Et un des gros producteurs d'essaims, c'est l'Australie. D'accord, ok. Les colonies sont du coup, elles sont perpétuellement sollicitées aussi d'un point de vue des mieliers, parce que il y a une plus grosse activité des abeilles quand il y a des mieliers, parce qu'elles savent qu'il y a la ressource. Donc, les abeilles, elles ne calculent pas leurs efforts. Il y a la ressource, donc là elles y vont à fond. Il y a la ressource, elles y vont à fond. Et donc forcément, si moi je sais pas, admettons, ça va être durant 2 mois dans l'année où elles sont à fond, ça sera peut-être 8 mois ou 10 mois où elles sont à fond. Donc ça veut dire que une abeille, quand elle est à fond, elle a une vie beaucoup plus courte. Donc ça veut dire que la reine va devoir pondre beaucoup plus pour substituer ce manque d'abeilles. Donc elle va beaucoup plus s'épuiser. Et donc au niveau de sa ponte, et donc il va falloir un renouvellement beaucoup plus important des reines au sein aussi des colonies. Mais ce que je sais, c'est que là-bas aussi les apiculteurs eux-mêmes n'arrivent pas à pallier leurs pertes.
Donc ils sont obligés d'importer des rennes, ils sont obligés aussi également d'importer des essaims. Ils n'arrivent pas à développer assez d'essaims en fonction des essaims qui leur restent en fin de saison. Ok, d'accord. Oui, donc c'est vraiment. Ouais, c'est tout un calcul en fait. Ouais, c'est. Ouais, bah, la dimension, hein, qui dépasse notre entendement même. Là, on parle. Enfin, le secteur dont tu parlais, c'est la pollinisation en particulier. Ouais, oui. L'industrie du miel, c'est encore autre chose. L'industrie. Enfin, là, on est dans l'industrie de la pollinisation, oui, qui permet aux apiculteurs de produire du miel aussi, mais là, réellement, les Américains, c'est pas la production de miel, leur première ressource, c'est réellement la pollinisation. Ok, d'accord, ok. C'est le service qu'ils rendent aux arboriculteurs. Ok. Voilà. Tu vois, on est vraiment dans le. C'est différent. La première mode de rémunération, c'est la pollinisation. Le miel, c'est une sous-rémunération même qui représente très peu de choses de la rémunération. L'industrie du miel, c'est autre chose. C'est la vente du miel sur mise à disposition sur le marché. Okay, ouais. Donc en France, les apiculteurs, eux, produisent, il me semble plus de grandeur, 30% du miel qui est consommé sur le terrain. D'accord. Donc voilà, ce qui induit donc forcément l'importation beaucoup plus de miel ou de pseudo-miel. Oui. Parle-nous un peu de pseudo-miel. Alors les pseudo-miel, voilà, on sait que la Chine importe beaucoup de pseudo-miel, en fait c'est de mélange de sucre. Ouais, qui rajoute du joie, du sucre, qui permettent d'avoir une substance qui s'apparente au miel, y compris au niveau du goût. Ils appellent ça du miel du coup quand même. Au niveau de la réglementation, comment ça se passe? Oui, c'est parce qu'en fait la réglementation est très vague et il y a très peu de contrôle. Ah oui, d'accord. Donc là ça se tend à s'éclaircir, et c'est bien, mais voilà, on a quand même un problème clairement d'un point de vue du miel que l'on trouve en rayon, notamment dans les supermarchés. On sait que, je ne sais plus l'ordre de grandeur, mais il y a un ordre de grandeur important de faux miel qui se trouve encore dans les rayons des supermarchés. J'hésite pas à le dire aussi, il y a des apiculteurs amateurs aussi qui trichent. Ah oui, d'accord. Qui trichent aussi, qui importent, voilà, parce qu'il y a des années très difficiles d'un point de vue la production de miel des apiculteurs, notamment, j'évoquais pour les petits apiculteurs, c'est vrai. Ah bien sûr, oui. Voilà, ils n'ont plus d'essaims, ils n'ont plus d'abeilles, et du coup, en fait, ils mettent un joli veau, ils mettent une nouvelle dénomination, et puis hop, ils te vendent comme si c'était un miel de production, donc il ne faut pas incriminer les industriels, il y a aussi les particuliers qui fraudent. C'est à dénoncer clairement. Non, là, j'allais dire, je peux comprendre, non. Oui, non, ouais, tu comprends pas. Bah non, parce qu'il y a trop de prix sur la marchandise. C'est sûr. Je suis désolé. C'est sûr. Moi, j'en ai pas. Si j'en avais pas, je vends pas, c'est tout. Après, bon, voilà. Surtout quand t'es amateur. Oui. D'ailleurs, le professionnel, c'est pareil, mais le professionnel, elle ne le fera pas non plus. D'ailleurs, il sera plus sujet à des contrôles que les amateurs. Voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait un peu le tour sur l'industrie. C'est tellement vaste qu'on peut que effleurer le sujet. Ouais, voilà. Donc, mais au moins, vous ayez quelques clés de compréhension sur l'industrie. C'est important de faire la distinction. Comment on fait un bon miel et en quoi ton miel pourrait être le meilleur? C'est une question assez vaste en même temps, mais assez personnelle. Mais comment tu fais pour faire un bon miel et en même temps, pourquoi il est le meilleur? Je pense que c'est ta perception déjà qui soit le meilleur. Aussi. Et c'est ta perception parce que auparavant tu avais une mauvaise perception peut-être de ce qui était le miel. Peut-être aussi. Parce que tu avais le miel de supermarché qui est uniformisé, parce que voilà, ce que recherche le consommateur c'est un goût. Et donc peut-être qu'avant ta consommation de miel c'était un goût que tu voulais retrouver d'un point de vue de ce que l'industrie pouvait te proposer. Ok. Oui, en fait, je suis habitué en fait, au marché au final. Ouais, voilà. Alors il y a des produits qui réussissent par des mélanges de miel à te donner toujours le même goût du miel. Ok, ouais. Oui. Alors, donc, en fait, par le biais de mon miel, tu as redécouvert le vrai goût du miel, d'un miel de terroir. Parce que je considère qu'un miel, c'est un miel de terroir. Et c'est un miel de terroir qui est différent tous les ans selon la floraison qu'on aura eue, selon la météo qu'on aura eue. Oui. Donc du coup, je dirais que tous les miels de terroir, c'est la meilleure. C'est toujours une découverte, c'est toujours des nouveaux goûts et du coup forcément ça. Et le goût là, j'ai envie de dire c'est la similitude au vin. Oui. Le vin correspond à un terroir particulier.
le miel que tu as pu goûter, bah voilà, c'est D'ici. le terroir de l'environnement dans lequel on est là, sur 3 km de distance aux alentours du point. Du coup, bah, t'as paru certainement le meilleur parce que ça a été un goût complètement différent de ce que tu connaissais. Parce que, bah voilà, il n'y a aucun mélange. Je suis incapable de faire un miel uniforme parce que Oui, non, oui, tu m'en avais parlé j'ai effectivement. pas les machines qui me permettent de le faire, hein, qui me permettent de dire ah, je vais faire ce mélange-là, Oui. ça va me donner ce goût-là, puis je vois pas l'intérêt finalement. Moi, je vois l'intérêt de tous les ans, c'est de savoir quel goût aura mon miel. Ouais, du coup, oui. Parce que je sais, voilà, je sais que. Et j'étais surpris finalement, non, bah je fais un miel de printemps qui a un goût différent tous les ans. Et puis je trouve que c'est ça qui est intéressant. Une petite surprise, quoi. Une petite surprise. Ouais, voilà, ouais, tous les ans, et bah voilà, je vais être surprise en surprise tous les ans, en fonction de ce que nous donne la nature, de ce que nous donnent les abeilles en fonction de ce que les fournit. Oui. J'insiste bien que bah, tu auras jamais. Enfin, si tu Ouais. as apprécié le miel que tu as goûté là, l'année prochaine, C'est encore différent. ça sera encore différent. Tu ne pourras pas retrouver exactement la même goût. chose. Ok, Voilà. d'accord. Donc, J'ai bien fait d'avoir fait une petite réserve. Du coup. Et également, au niveau de la couleur, on voit vraiment que voilà, c'est pas la même couleur hein, qu'on trouve. En tout cas, ton miel n'est pas la même couleur qu'on retrouve dans les supermarchés. Il est vraiment très coloré, bien doré. Je trouve que la couleur est aussi également différente. ouais, bah. Encore une fois, tout dépend aussi également de ce qu'il y a, du taux de. Ouais. Puis un petit truc sur les nutriments, la partie nutriments. En fait, le miel en fait, est également composé de différentes vitamines, vitamine A surtout, vitamine A et C. Et pourquoi de la vitamine A? Parce que en fait, dans la nature, tout ce qui est naturel et qui a une couleur un peu orangée, rouge orangé, bah, c'est rempli de vitamine A. Et le miel en fait, c'est cette couleur-là, un peu jaune orangé et A de la vitamine A. Du coup, en prenant du miel, eh bien, on peut avoir effectivement cette vitamine A. En gros, on arrive sur la fin un peu de cette vidéo et je voulais en gros parler avec toi un peu de l'avenir du miel, de voilà, quel avenir aura l'abeille et le miel dans le futur. Même à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu vois des changements de conscience, des changements des schémas de pensée comment tu penses que ça va évoluer? Concrètement, je pense qu'il y a une prise de conscience en général au sein de la population que le dysfonctionnement d'un point de vue de comment on gère l'environnement. Oui. Parce que je disais tout à l'heure, hein, on est que dans des mondes pour moi artificiels qui ont été faits depuis des siècles, qui ont été certainement beaucoup modifiés ces 40 ou 50 dernières années, avec une politique qui a été menée de vraiment. On sait que bah, voilà, l'environnement dans lequel on est n'est pas propice au développement des insectes en général, forcément par voie de conséquence des oiseaux. Alors je parle bah, voilà, d'un point de vue de la diversité des plantes qu'on peut trouver, mais aussi de la diversité des insectes et aussi bah, leur nombre. Donc voilà, on a conscience de ça. Donc, moi je pense que concrètement, tout un chacun, je pense que moi je suis assez confiant là-dessus. On voit vraiment des prises de conscience si chacun dans son bout de jardin, on laisse des espaces plus naturels. Exactement. Je m'aperçois que de plus en plus, c'est une aberration. Enfin, quand on pense. Hein. C'est vrai, t'as notamment raison. On veut une belle pelouse. En fait, on ne fait que prélever du carbone dans la terre pour la jeter dans un coin, alors que c'est une ressource phénoménale. Donc voilà, hein, en développant les espaces naturels, en faisant en sorte que dans nos environnements, on plante une beaucoup plus grande diversité de plantes qui pourront fournir des ressources nutritives aux insectes. Je me dis que si tout. Donc moi j'ai envie d'être confiant. Pour moi l'avenir sera meilleur. Bah, c'est vrai que je rejoins là-dessus, c'est vrai que les gens, même un peu comme moi, il y en a beaucoup plus, de plus en plus. Chaque année, il y a de plus en plus de gens qui ont conscience du local, de manger mieux, peut-être sain, en tout cas prendre conscience de la nature en y faisant attention un peu plus. Et aussi, c'est important aussi de savoir un peu comment se crée la nourriture, par exemple ici le miel, pour justement voir un peu justement cette prise de conscience du coup, comment se crée le miel et du coup les bien respecter du coup, les abeilles et la nature. Bah oui, voilà, en fait on n'a pas conscience des environnements dans lesquels on est. Tant qu'on l'a pas vu, tant qu'on l'a pas pratiqué, en tout cas expérimenté, on peut pas, comme tu dis, moi je n'ai pas conscience dans l'environnement dans lequel on est. Tu peux te dire je suis en pleine campagne. Oui.
sans forcément. Tu te dis, bah finalement tout est vert, il y Ouais. a des forêts, il y a de l'herbe, il y a machin, Oui, oui. des champs comme tu dis, puis finalement tu te dis, finalement en fait qu'est-ce qu'il y a comme vie dans tout ça? En fait il n'y en a que très peu dans un champ. Oui, Il y a une espèce qui vit, et voilà c'est tout. Et donc tu crées des déserts de vie, alors que bah non, en fait un espace naturel c'est des diversités de vie, des diversités d'écosystèmes, des diversités de chaînes alimentaires. Bon bah voilà, je pense que la prise de conscience. Donc elle est là, il faut juste la mettre en pratique. En fait. Ouais, C'est ça en fait, c'est ça. C'est ça. bah oui. Oui, mais après la mise en pratique elle est compliquée parce que on vit dans voilà entre ce qu'on voudrait mettre en place et finalement bah voilà dans l'environnement dans lequel on est, est-ce que nous permet quand même les règles, les lois. C'est ça. Effectivement. Faut jongler avec tout ça. Faut jongler avec Voilà, toutes c'est ça. toutes les pièces du puzzle en fait. Je pense qu'en faisant avance, mais après voilà, les choses, rien ne peut se faire de vraiment. Ouais. En tout cas, ça peut tendre. Là, j'ai vu qu'on a mis au moins 10 ans à prendre bien conscience, je pense, enfin, environ. Et même un petit peu avant d'ailleurs. Mais je pense qu'on va tendre effectivement, comme tu dis, à peut-être un avenir un peu plus meilleur entre guillemets. Oui. Un monde ne peut pas être parfait, ça n'existe pas. Non, c'est puis pas est-ce une que, même est-ce que nous on est moins bien maintenant qu'il y a 100 ans? Non, c'est vrai. Après, on est même qui pour juger ça du coup, Voilà, c'est que notre perception à l'instant T, on n'était pas forcément. Et puis, c'est ça. finalement, on fait avec. On fait avec. Et puis on suit, puis on continue quoi. La vie continue. En conclusion, donc, on arrive à la fin de la vidéo et je voulais vraiment remercier Antoine d'avoir répondu présent à l'invitation. Ouais, non, bah, je te remercie pour ta confiance. J'espère que la vidéo en tout cas vous aura plu. Deuxième vidéo consacrée à la série Retour Fondamentaux pour fêter les 1000 abonnés sur la chaîne, donc je vous en remercie. C'est une sorte de démarche que je voulais vraiment faire, revenir aux fondamentaux, revenir aux bases. Pourquoi le miel? Parce qu'en fait le miel et les abeilles c'est un peu le marqueur, le témoin de biodiversité de la nature comme on en a parlé. Oui, bah disons que je veux dire, vu qu'on a des apiculteurs qui ont des abeilles, donc et qu'ils regardent ce qui se passe Voilà. au c'est un sein de leur témoin. colonie, bon bah voilà, c'est un témoin, C'est un témoin de ce qui se passe dans l'environnement, donc clairement. Et comme la vie est un cycle, tout est cycle dans cette vie, bien l'abeille en fait fait partie de ce cycle. Ouais, bah concrètement, oui. C'est assez philosophique, je laisse avec vos réflexions derrière. Et donc voilà. Faut laisser réfléchir. Hein. Et pour finir, j'aimerais finir en fait un peu en mode détente, des citations sur le miel que Antoine a et moi aussi j'ai relevé. Quelle est toi la citation par rapport avec le miel qui fait en gros que t'aimes bien ou voilà, un peu ton marée? Est-ce que tu as des citations Bah, j'en ai inventé une il n'y a pas longtemps. Vas-y, dis-moi. Ouais. C'est To Bibi or not To Bibi. That is the question. De William Shakespeare, c'est ça? Donc voilà. Ça fait penser quoi du coup à ça? Bah, tu vois, c'est un petit peu une question que tout le monde se pose. Ouais. Concrètement, enfin, s'il y a une situation philosophique que tout le monde cite, c'est bien celle-là. Ah bien sûr, ouais, bien sûr. Être ou ne pas être. Voilà, être abeille. Ou ne pas être abeille. Abeille, that is the question. Et être abeille ou ne pas être abeille, ça a aussi un lien au fait que, j'en reviens à ce qu'on disait dans notre vidéo, le même œuf donne l'abeille ou la reine. Être abeille ou ne pas être abeille, est-ce qu'une reine est une abeille? C'est une abeille particulière, sachant qu'on vit. Le même œuf peut donner l'ouvrière ou l'abeille? Non, ouais, non, mais... Et la base de tout, c'est l'alimentation. Du coup. Ouais. L'alimentation fait tout. Bah voilà. Donc, tu vois, être abeille ou ne pas être abeille. Non, mais. Être ou ne pas être, tu vois, on revient. C'est franchement, je vois vraiment ce que tu veux dire. Et d'ailleurs, je vous mettez en commentaire ce que ça vous laisse inspirer. Je serais content de vous lire en tout cas. Et moi, par contre, je vais finir sur ma dernière phrase. Alors, c'est une de Victor Hugo. Parce que Victor Hugo, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Il dit que la vie est une fleur, dont l'amour en est le miel. Toi, ça te fait penser à quoi? Disons que c'est optimiste, c'est ça qui vient. Voilà. La vie est une fleur, et ouais, ça va. Faut la sentir, faut la voilà, goûter, faut la vivre quoi. La vivre, ouais. Faut la vivre, et puis. Surtout que c'est éphémère. Ah oui, ça c'est éphémère. Oui. Et donc, le miel, oui, l'amour et le miel, oui, c'est un cycle, c'est encore une fois. la cerise sur le gâteau. Effectivement. C'est ce que donne ce qui veut dire que si on n'a pas l'amour, on a quand même le gâteau.
En tout cas, on finit sur une note optimiste et assez positive. Je suis assez content de cet échange. Encore une fois, merci. Et puis j'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y aura d'autres vidéos de ce type qui vont sûrement arriver. Donc, vous voyez enfin en vidéo. Moi c'est Antoine. C'est Antoine également. En tout cas, merci d'avoir visionné la vidéo. Je suis vraiment très content de vous avoir pu proposer cet échange. Donc, on se dit à très vite sur la chaîne. Allez, ciao.